C'est marrant parce qu'il y a pas longtemps, ma fille m'a demandé mais pourquoi t'es artiste? Voyant quand même les hauts, les bas et les montagnes russes que ça suppose. Ouais. Et je lui ai dit, en fait, j'ai pas choisi. Bonjour à toutes et à tous, je suis Marie Ouvrard et vous écoutez Zéro, le podcast dédié au processus créatif. Tous les 15 jours, retrouvez une personnalité créative et inspirante, partager son quotidien, ses conseils, sa méthode et sa vision pour mieux construire la vôtre. Ils sont artistes, cinéastes, musiciens ou designers et ont un point commun, leur manière de penser et de créer est unique. Salut, bienvenue. Merci. Désolée, j'ai 5 minutes de retard, j'ai voilà, petite galère de métro, rien de... Aucun problème, je suis arrivée il y a à peine 20 minutes. C'est le bazar. Aujourd'hui, je viens à la rencontre de Lia Rochas-Paris, artiste collagiste, consultante créative, poète, curatrice et fondatrice de Comme un roman photo. Je veux discuter avec elle de sa manière de travailler et de la manière dont elle a construit un univers unique et assumé. Elle me reçoit chez elle, dans le 13e arrondissement de Paris. Bonjour Lia. Salut Marie. Ça va ? Ouais, super. Dans quel état d'esprit tu es aujourd'hui ? Fatiguée, mais bien. Voilà, c'est la fin de la journée. Je remarque, alors il y a 2 bougies qui sont là sur la table. 3. Il y a 3 bougies, exactement. Il y a une photo avec un lit, des oreillers douillets là. C'est un appel au calme chez toi, dans ton studio. On est bien. On est bien. T'es plutôt dans une phase en ce moment, plutôt de création, de production, d'introspection. Je suis plutôt dans une phase créative, pas tant introspective en ce moment. Je dirais même plutôt active parce que je suis assez focus sur les romans photos. Et donc il y a une autre cadence, un autre rythme de production en fait. Alors on va en parler évidemment au cours de l'interview, puisque du coup tu as un projet qui s'appelle Comme un roman photo, et tu vas bientôt fêter les 10 ans de ce projet. Exactement. Incroyable, maintenant un projet qui dure 10 ans, c'est fou, non ? Ouais, c'est assez impressionnant. Ouais. Et pourtant j'ai l'impression que c'était hier. Ouais, je suis moi-même étonnée. J'ai présenté un peu tes différentes activités. Comment tu décrirais ton univers ? Je dirais que tout est une forme de collage. Donc autant artistiquement, je pratique principalement le collage, la poésie qui est un collage de mots, le roman photo qui est un collage entre le texte et l'image. Donc voilà, je dirais, même les expositions que j'ai pu organiser, on revient au sens propre de la curation, c'est-à-dire assembler, créer du lien. Donc ça revient aussi à une forme de collage. Et enfant, est-ce que tu te souviens du premier truc que tu as créé ? Enfant ou ado, ou plus tard, d'ailleurs, ça peut être plus tard. Comme ça, je sais que comme tous les enfants, je dessinais, je faisais du collage, etc. Après, un souvenir créatif qui m'a marqué, c'était avec mon père. Lui, il prenait des écorces d'arbres qui tombaient et on fabriquait des bateaux avec des allumettes et des petits bouts de papier. Voilà. Donc ça, c'est un souvenir que j'ai, mais c'est sans doute pas la première chose que j'ai créée. Ton père était artiste ? Oui. C'est ça, artiste plasticien ? Absolument. Oui. Et ta mère était ou est danseuse contemporaine ? Oui. Donc tu as grandi dans cet univers artistique ? Oui. Ça a été du coup une évolution naturelle chez toi ? C'est-à-dire de te dire que peut-être tu allais créer des choses, être artiste, ou au contraire, pas du tout ? Ouais, je me suis pas trop posé la question, c'est marrant parce qu'il y a pas longtemps, ma fille m'a demandé mais pourquoi t'es artiste? Voyant quand même les hauts, les bas et les montagnes russes que ça suppose. Ouais. Et je lui ai dit, en fait, j'ai pas choisi. Non, j'ai pas choisi. D'ailleurs, ma première expérience, c'était plutôt dans la mode, c'était styliste photo. Les études étaient pas... Enfin, c'était de l'histoire de l'art, de l'esthétique de l'art, donc c'est de la philo. Mais à côté, voilà, j'ai toujours fait des collages. J'ai commencé les romans photos avant Comme un roman photo en 2010. Donc, il y a eu, je sais pas, c'était ce qui était parallèle au départ est devenu une réalité concrète. Donc, c'est grâce à ça que j'ai pu gagner ma vie au début et très rapidement, voilà, ça s'est fait comme ça. Au départ, tu as quand même fait une école d'art ? Non. Alors, j'avais un père professeur aux Beaux-Arts qui m'en a complètement dissuadée, d'où plutôt des études théoriques. Pourquoi il t'en a dissuadé, ton père ? Pour plein de raisons. Peut-être parce que il voyait justement les risques
Les risques, évidemment, qui ne sont pas des risques physiques, hein, mais peut-être des risques moraux qui sont liés à tout ça, une instabilité financière, voilà, un milieu particulier, mais bon, quelque part, j'en avais les codes, vu que j'ai grandi dedans. Et par contre, le fait de ne pas avoir fait d'école, et particulièrement en France, de pratiquer le collage, qui est aussi considéré comme un art secondaire. Ouais. Ensuite, d'avoir fait le choix de faire des romans photos, c'était comme assumer le pas de côté, enfin, total, d'être complètement hors case, hors norme. Et ouais, ça a dû avoir un lien, justement. Tu as commencé le collage après avoir vécu un événement tragique, puisqu'à l'âge de 17 ans, ta maison a brûlé. Qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là ? Il y avait eu un incendie chez mes parents. Au moment où je passais le bac, donc moi je fêtais le bac, le soir où l'incendie s'est déclaré. Mes parents étaient au Portugal pour inaugurer une fontaine. Donc on avait d'un côté vraiment le feu et l'eau. Et sur le coup, j'avais bien géré. Et puis quelques mois après, en fait, j'arrivais plus à sortir. Oui, c'était un choc post-traumatique. J'avais peur qu'il se passe quelque chose quand je sors. Voilà. Et donc, j'étais un peu cloîtrée à la maison. Et une étudiante de mon père qui vivait à la maison à ce moment-là, mes parents étaient encore en vadrouille, je ne sais plus, en résidence. Et elle m'avait dit, bon, faut que tu fasses quelque chose. Là, maintenant, il y a plein de revues dans les toilettes. Tu coupes, tu colles. Voilà. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc vraiment, j'aime pas parler d'art-thérapie, mais en tout cas, le collage, une fois que j'ai commencé à le faire d'une manière consciente, de cette manière-là, j'ai continué. Et puis, un ami m'a proposé une exposition. Et première exposition, j'ai bien vendu. J'ai pu m'acheter mon premier appareil photo, mon premier Mac, et puis après, j'ai continué. Et alors, concrètement, comment est-ce que tu as appris cette technique ? Le collage, a ça de particulier, c'est qu'il n'y a pas de technique. Donc, tout le monde est amené, enfin, c'est donné à tout le monde de faire des collages. On va pas apprendre à découper et à coller. Après, c'est une question d'assemblage, d'harmonie, mais de là à avoir un apprentissage, non, il n'y en a pas. Ouais, ça s'est fait plutôt au feeling. Et c'est peut-être aussi pour ça que c'est considéré comme un art mineur, parce que précisément ça nécessite pas une technique en particulier. Quel est le point de départ de ton travail de collage ? Tu démarres avec une idée, un thème, ou tu sors tout et tu pars de la matière ? Alors j'ai pas d'idée, justement c'est ça qui est très... Comment dire... Il y a quelque chose de très libre dans cette pratique. Moi, je le fais en fonction de ce que je trouve. Donc, je me laisse beaucoup porter par le hasard. Quelque part, au départ, c'est ça. Je vais chiner des revues, souvent des années... entre les années 70 et 90, je dirais, par rapport à la qualité du papier. Et je vais être inspirée par les éléments qui sont dans une image. Et puis, quelque part, c'est comme si ça se découpait, enfin, mentalement, mais je ne sais pas encore avec quoi je vais composer. Donc, toute la matière que je glane, après, je découpe les pages et je les classe dans des boîtes. Donc, il y aura la boîte corps découpé, cheveux, fossiles, paysage noir et blanc ou couleur. Voilà. Et ensuite, je vais composer en fonction de ce que je ressens, enfin ce que l'image m'évoque. Alors j'expérimente toujours, je pars vraiment, je dispose beaucoup au sol, donc j'ai besoin de voir beaucoup d'images les unes avec les autres. En ce sens, c'est pas du tout prémédité. Je crois que j'ai besoin de voir de près, de loin, donc d'où aussi cette disposition au sol, ce qui me permet d'avoir de la distance. Je regarde de très près, je me lève, je vois de plus loin. Donc la composition, elle se fait de cette manière. Tu travailles ici, hein, donc du coup, chez toi, dans ton atelier ? Oui. J'ai repris l'atelier de mon père il y a 8 ans. Avant, j'étais dans un tout petit appart et je faisais la même chose. L'espace était... Voilà, exactement. D'ailleurs, l'espace joue aussi sur la pratique.
l'espace physique et mental, en fait. C'est marrant parce que pendant le Covid, on était là, l'espace est grand, mais finalement, j'ai commencé à être... parce que j'avais le quotidien aussi avec ma fille, les formats devenaient de plus en plus petits, parce que je ne pouvais pas disposer de la même manière. Est-ce que tu t'imposes un cadre quand tu crées, ou des deadlines, des objectifs ? Je suis hors cadre, je crois. Je sais pas, parfois je peux faire une série de collages parce que je serai inspirée et que les éléments que j'aurai glanés font sens et que les compositions peuvent donner lieu à une série. Parfois il y aura juste un collage, il y aura des périodes plus prolifiques et des périodes plus calmes. Les périodes calmes, il y a quelques années encore, elles pouvaient presque me tétaniser. Je me disais, oh là là, je vais plus jamais avoir d'idées, j'ai plus de créativité. Et maintenant, je les accepte. Enfin, je considère que ces moments-là, c'est juste un moment de gestation. C'est ce que j'appelle la gestation créative. On ne sait pas. On peut regarder le plafond pendant des heures ou regarder une série. Et finalement, quelque chose va sortir de là, mais qui était presque... Quand ça émerge, c'est évident. Je parle souvent de cette... une fois que l'œuvre est créée, il y a une épiphanie, il y a une évidence qui crée un sentiment presque électrique. On ne sait pas pourquoi le collage fait sens à ce moment précis. Pourquoi on colle à ce millimètre près et pas à 3 cm de décalage. Et pourtant, c'est évident. Et donc, j'allais te demander à quel moment tu t'arrêtes. Mais tu parlais de cette épiphanie. Ou est-ce qu'il y a des moments où tu vas je sais pas, t'entourer, tu vas montrer ce que tu fais à quelqu'un d'autre, tu vas échanger, tu vas t'arrêter un peu pendant quelques heures ou quelques jours. Comment tu mets le point final ? Je montre très rarement quelque chose qui est en cours. Je montre quand c'est terminé. À qui tu montres ? Je montre très souvent, la première, c'est ma mère. C'est quasiment systématique. Je sais pas pourquoi. Si, on est très proches, donc elle n'hésite pas à me donner son avis tel qu'il est. Donc elle n'est pas là pour me flatter. C'est ce que tu recherches quand tu lui montres ? Oui. Ouais. Bien que, évidemment, j'espère une fois collé que c'est OK, mais... Et d'ailleurs, l'expression et l'univers que tu as créé, évidemment, ça part de toi, d'un besoin d'exprimer aussi des choses. Qu'est-ce qui te guide au fond de toi ? Sans aucun doute, c'est une manière d'exprimer. Je ne suis pas quelqu'un d'hyper... de très démonstrative au quotidien, je dirais. Le collage, c'est comme si l'inconscient s'exprimait. Déjà, parce que c'est assez abstrait, en tout cas la manière dont moi je le travaille. Donc moi-même, je vais être surprise par la composition finale et pourquoi et ceci. Donc je me souviens d'une série, bon après c'est encore une fois un concours de circonstances et de hasard. J'avais trouvé pas mal de livres sur des reptiles et donc pas mal de serpents au marché à Ligre. Et j'ai commencé à composer autour des serpents. Et à ce moment-là, je voyais un psy et il m'avait dit, mais vous êtes en période de mue. Mais je ne parlais pas de ma création en séance, mais ça avait fait un lien direct, en fait, avec la figure du serpent et la symbolique. Voilà. Partager ton œuvre dans le cadre d'une exposition ou sur les réseaux, est-ce que c'est un passage important ? Est-ce que la vie, par exemple, des gens est important pour toi ? Ah, bien sûr. Il y a quand même une grande différence entre les réseaux, enfin la diffusion sur les réseaux et une exposition. C'est incomparable. Déjà par rapport à la matière, le collage, c'est proche du photomontage. D'ailleurs, certains disent photomontage. C'est une photographie qui est plastique, qui a des reliefs, etc. Donc ça change tout quand c'est exposé. Et bien sûr, tout artiste a besoin du regard. La création n'existe pas sans les regardeurs. La reconnaissance, pour toi, c'est important ? Oui, bien sûr. Ce serait mentir de pas l'avouer. Si je l'avoue, c'est comme si c'était quelque chose de caché. Non, ça fait partie. C'est une partie intégrante. De susciter des émotions, c'est toujours gratifiant. On se dit que ça a un sens. Et pourtant, aujourd'hui, il y a cette idée aussi que
on a tellement accès à des images, et notamment via les réseaux, on n'a jamais bouffé autant d'images que c'est en ça que quand les œuvres sont exposées, il y a une toute autre dimension. Les personnes nous font un retour réel, enfin concret, à vif. C'est pas des likes automatiques. Mais ça nous arrive, à beaucoup d'artistes, et justement, j'en parle pas mal dans les entretiens, de se demander à quoi bon, en fait, face à tant d'images, de produire de nouvelles images. Donc il y a une forme d'économie de l'image. C'est vrai que le collage, le fait de récupérer, de travailler sur quelque chose d'existant, de transformer, c'est presque une métaphore aussi de composer avec ce qu'il y a, qui existe déjà. Mais je suis passée par des crises justement de l'image, ce que j'appelle moi les crises de l'image, et c'est à ces moments-là où je suis revenue plus à la poésie, à l'image par les mots, à l'imaginaire, essayer d'invoquer les images mentales d'autres personnes plutôt qu'une image brute, celle qui est là et qui existe par elle-même, mais aller au-delà. Est-ce qu'il y a des moments où tu n'as pas d'inspiration, ou aussi des moments où tu travailles sur des projets, où tu as travaillé sur des projets sur lesquels, à la fin, tu t'es dit non, finalement, ça ne fonctionne pas, ça, je ne montre pas? Alors ça, évidemment, ça arrive. Ça arrive même très souvent. Ça fait partie. Je pense qu'il ne faut pas hésiter. On le dit souvent, c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et puis c'est la même chose. Quand on crée, on n'arrive pas toujours à un résultat satisfaisant, ou justement cette épiphanie, elle reste quand même assez rare. Ouais. Bah oui. D'où aussi la préciosité de l'accomplissement, en tout cas de la création de ce qui en sort, parce que c'est pas tous les jours, pas du tout. Donc oui, il y a eu des projets sur lesquels j'ai commencé à travailler, et puis j'ai fait marche arrière, et puis je me suis posé plein de questions, je me suis dit que j'y arriverais pas, et puis finalement, en fait, dans ces cas-là, je fais des sacrées pauses. Généralement, je marche, j'écoute de la musique, ou je fais complètement, je vais voir des amis, bref, je coupe complètement avec ce qui pourrait donner lieu à un cercle vicieux. Où je me dis, oulala, c'est nul, j'y arriverai jamais. Et en général, on rebondit, et puis on sort de notre zone de confort. Ouais, c'est vraiment cette idée du puzzle où tu cherches la pièce, la pièce manquante, tu sais pas. Et puis en fait, elle était là sous tes yeux. Mais je suis convaincue que notre cerveau, et justement dans les périodes de gestation créative, tout est déjà là. Comme toi, ce que tu disais, c'est-à-dire que ce projet, tu travailles depuis longtemps dessus, mais on ne sait pas quelle temporalité on aura besoin pour que ça surgisse, justement, comme une évidence encore. Il y a un moment où, en fait, toutes ces pièces du puzzle se seront mises en place dans ton cerveau. Et voilà, ça sort. Et c'était ce moment-là, et pas 1 an avant ou 10 ans après. On verra. Et ensuite, en parallèle de ça, tu travailles aussi sur un projet qui s'appelle Comme un roman photo. On l'évoquait au début, donc il y a bientôt 10 ans. Donc ce sont des conversations autour du processus créatif avec des artistes, tu me dis si je me trompe, sous forme de romans photos. Ouais, alors c'est des personnalités créatives, des personnes de la culture, donc ça peut être des artistes effectivement, des écrivains, des designers, des galeristes, des philosophes. Et oui, ça va faire 10 ans en septembre. Et qu'est-ce qui t'apporte ce projet ? Beaucoup de choses. Bien, quand on est artiste et quand on crée, on est vraiment dans une bulle. Je suis comme je l'évoquais, c'est comme si l'inconscient s'exprimait, donc c'est un temps suspendu. Plus rien n'existe quand je compose, quand je fais des collages. Et les conversations me permettent déjà d'être dans un échange porteur, où je pose des questions, où je me pose moi-même des questions. Donc c'est pas des interviews classiques, parce qu'il ne s'agit absolument pas de promotion, ou en tout cas liées à une temporalité. L'idée, c'est que toutes ces conversations puissent être lues demain, ou dans 10 ans, ou dans 20 ans.
Donc ça m'apporte... Oui, ça m'apporte énormément d'aller vers l'autre, de tisser des liens, de créer des liens. J'ai toujours eu aussi cette angoisse d'oublier. Je suis un peu obsédée par la mémoire. Et le fait de toutes ces phrases qu'on entend et on a envie de s'en souvenir, en fait, tout est parti un peu de là. Les romans photos, c'est une manière d'archiver des phrases qui peuvent faire tilt, qui peuvent faire réfléchir. Et donc, ce projet me permet de créer des archives de tous ces dialogues, tous ces échanges. Il y a d'autres projets aussi que tu mènes comme ça, en parallèle. Je crois que tu édites aussi. J'éditais. Tu éditais, ouais. Ouais. Tu le fais plus? Là, non. Enfin, j'ai arrêté en 2020 après le Covid. D'accord. Ouais. Non, précédemment, c'était une maison d'édition où j'éditais des livres d'artistes, des fanzines, des journaux. D'accord. Voilà. C'était parti prise. Parti prise, ouais. Et ça t'a plu aussi, cette expérience? Ah oui, complètement. Après, j'étais toute seule à gérer ça, même si je collaborais avec d'autres personnes, mais c'était trop lourd. Et puis avec, en fait, je l'avais monté pendant la période des Gilets jaunes, donc c'était un peu compliqué en termes de diffusion, d'organisation événementielle, de tout ce qui était lié en fait à l'édition, mais pas en tant que tel, mais ce qui est autour, ce qui gravite. Ensuite, il y a eu le Covid. Enfin bon, donc je me sentais pas. Et puis j'ai une phobie administrative, donc c'était un combo qui n'était pas gagnant pour moi. Je travaille le matin extrêmement tôt, donc c'est la nuit du matin, quoi. Je peux pas travailler avant de dormir. D'accord. Ça perturberait trop mon sommeil. Et le lendemain, je serais trop fatiguée. Donc, je préfère me lever extrêmement tôt, quand il fait vraiment nuit et sombre. Et là, je me sens extrêmement libre parce que je sais que personne ne peut m'interrompre. Il n'y aura pas une proposition d'apéro ou de trucs. Je suis dans ma bulle. Et puis, entendre au fur et à mesure les oiseaux qui se réveillent. Enfin, c'est un moment pour moi et j'ai toujours fonctionné comme ça. T'as une petite fille aussi? Oui. Une petite fille qui devient grande, ouais, j'ai l'impression, qui est au collège. Ouais. Comment tu gères ton quotidien de maman, d'artiste, qui multiplie les projets? Quand on n'a pas le choix, on fait, en fait. Et d'où, justement, ces réveils aux aurores pour avoir mon moment à moi. Et comme ça me permet... quand elle se réveille, d'être plus présente à son réveil, de pouvoir... parce qu'elle parle beaucoup, ma fille. D'accord. Elle se réveille, c'est tout de suite le bouton, il est on. Donc, il faut que je sois prête à accueillir cette énergie. Donc voilà, on fait, on compose. Après, voilà, comme toutes les mamans, on jongle. On ne sait pas ce qui va se passer, si elle sera malade, si je dois me libérer, etc. Donc, je crois que ça évite toute procrastination, en fait, d'être... indépendante et mère. Tu peux pas remettre au lendemain parce que tu sais pas ce qui va arriver le lendemain. C'est hyper intéressant. Ça fait aussi que ça fait avancer les projets, ça te donne des... Ah bah oui. C'est une autre forme de contrainte. Complètement. Et c'est grâce aux contraintes aussi qu'on avance. On se disait qu'on était Capricorne tous les deux. Ouais. Et là, ça me saute aux yeux parce qu'évidemment, on parle de tous tes projets. Et t'es quelqu'un de très entrepreneuse. C'est une envie aussi ou un besoin de te diversifier, de t'exprimer sous des formes différentes, d'écouter tes envies. Ah oui, ou de faire, déjà, tout simplement. Bah, déjà, d'être dans l'action, de faire. J'ai jamais pu faire une chose à la fois. Je crois que j'ai mis en place 2 systèmes qui sont tellement apprivoisés, quelque part. Je me laisse la liberté absolue avec le collage de ne pas savoir où je vais. Les romans photos demandent un peu plus d'organisation et de... Oui, je dois prévoir quand même les rencontres, une certaine discipline, ouais. C'est assez difficile de définir comment tout ça s'articule, mais ça s'articule. Et finalement, c'est des modes de fonctionnement très différents. Et effectivement, comme tout Capricorne, je peux voir tout beau, enfin, la vie est belle, et puis un coup, tout sera hyper sombre. Donc, quelque part, d'être dans l'action, ça me permet de stabiliser mon esprit qui peut partir dans tous les sens. Tu doutes beaucoup, de manière générale ? Y a des périodes où je doute, des périodes où je doute moins.
Mais je pense qu'on est tous on est exposés au doute, et encore plus aujourd'hui, justement avec les réseaux, dans un mode comparatoire. On n'est pas des personnes. Enfin, on ne peut pas avoir confiance en soi en permanence. En fait, même la personne la plus dure, qui semble la plus confiante, ne l'est pas. Donc, exposer, comparer, etc., évidemment qu'il y a des moments de doute. C'est vrai que, par exemple, quand je fais les romans photos, il n'y a aucun doute dans le sens où c'est un dialogue, c'est un échange. Mais oui, il y a un système qui est tellement rodé qu'il n'y a pas de doute. Tandis que, en termes de créativité, oui, il y a forcément des doutes. On se demande si ça n'a pas été déjà fait, sachant que tout a été déjà fait. Enfin, oui, il y a plein de questions. Il y a des moments où tu t'es dit qu'en fait, tu allais faire autre chose? Ah ben bien sûr, il y a eu plein de moments. Plein de moments. C'est être artiste et je dirais célibataire aussi, parce que en fait, c'est pas le fait d'être mère. C'est pas moi, ma fille, elle m'a jamais. Le fait d'être mère n'a pas empêché la créativité. En revanche, c'est l'irrégularité des finances, etc., qui crée une précarité. Et je pense qu'une personne célibataire, qu'elle soit mère ou pas, ça crée des angoisses qui ne sont pas toujours évidentes à gérer au quotidien. Quand on est en tandem pour payer les factures, enfin là c'est vraiment, c'est très trivial comme réflexion, mais en fait c'est une réalité que beaucoup d'artistes ont. Et ça change rien sur le fait que voilà, qu'on soit parent, ou qu'on soit une femme ou un homme aujourd'hui, la précarité elle existe. Oui, bien sûr. Voilà. Donc oui, je me suis dit plein de fois que j'allais changer. Après, on est des personnes multiples. On a des capacités, on a une capacité à se réinventer, à s'adapter. On est des êtres de mutation à plein de niveaux. Donc, faut avoir confiance en soi. C'est pas toujours évident. Confiance en la vie. Et puis, dans ces moments-là, d'être dans le concret, je crois que de rencontrer des personnes qui sont dans d'autres milieux, qui ne sont pas dans des milieux créatifs, ça permet de se recentrer et de relativiser un petit peu ce qui se passe. Ça fait maintenant une vingtaine d'années, j'imagine que tu es artiste et que tu crées des choses. Quel regard tu portes sur l'évolution de ta création? Je dirais que... je crois qu'il y a des périodes... J'ai fait pas mal de sorties de route, faut l'assumer. Aujourd'hui, je dirais que je suis le plus en accord avec ce que je fais. Mais c'est possible qu'on m'aurait posé cette question il y a 15 ans, j'aurais répondu la même chose. Après, rétrospectivement, oui, quand je vois certaines œuvres, ça correspondait à un état d'esprit, mais aujourd'hui, je me reconnais pas là-dedans. Donc, lesquelles, par exemple, tu peux en parler ou juste donner après, un exemple en particulier? Je crois que c'est juste après le décès de mon père, c'était 2017. 2018, j'ai eu... je pense que j'étais plus dans une pratique presque qui remontait aux origines de ma pratique des collages, donc assez maladroite, presque juvénile, comme un besoin de recomposer en fait après le deuil. Quand je vois cette période 2017-2018, c'est pas moi, quoi. Vraiment. Mais après, c'était pas moi non plus. Mais c'est une partie de moi. Enfin, c'est toute la complexité. C'est que. D'ailleurs, il y avait une phrase que me disait souvent mon père. C'est quand je lui disais, il y a personne qui me connaît, c'est hyper flippant. Il me disait, mais personne, mais toi-même, tu te connais pas. En fait, tu sais pas comment tu vas réagir dans telle et telle et telle situation. En fait, on n'arrête pas de se surprendre. Je crois que effectivement, quand tu es exposé au deuil, c'est là où tu découvres une facette de toi et que ce que tu pensais insurmontable, tu arrives quand même finalement à le surmonter et puis tu découvres cette facette et puis tu découvriras encore d'autres facettes. Donc voilà. Donc je vais pas nier toutes ces facettes, ces sorties de route créatives, mais je dirais qu'aujourd'hui je suis ça fait quelques années où je suis complètement en accord avec cette esthétique que j'ai mise en place. Et ça, tu l'expliques d'une certaine manière? Non, là, je pourrais pas l'expliquer. C'est la sagesse. Peut-être. C'est autour de la quarantaine. Oui, non, mais ça compte quand même. Bien sûr. On se connaît quand même un peu mieux à 40 ans qu'à 20. Absolument.
Ça joue, ce qui n'empêche pas les sorties de route. Attention, mais... Oui, heureusement qu'il y aura toujours des sorties de route, on espère. C'est important, mais disons qu'on assume plus qu'on a pu être. Et c'est pas grave, en fait. Ça n'empêche pas ce qu'on est aujourd'hui. Voilà. Quel conseil tu donnerais justement à quelqu'un qui a envie d'exprimer, de raconter, de créer des choses? De se laisser porter par ce qu'il y a vraiment, ce qu'on a envie de transmettre, d'accepter justement les pas de côté, les maladresses, la déchirure qui était en fait l'imprévisible, d'assumer tout ça. Assumer l'imprévisible. Ouais. Terminons là-dessus. C'est pas mal. C'est pas mal. Merci à Lia Rochas-Paré d'avoir partagé ce moment avec nous. Vous pouvez suivre son travail sur les réseaux sociaux et sur le site commeunromanphoto.com. Un grand merci à Axel Gobert, Elodie Bouty et Tristan Lochon pour leurs conseils. Merci à Jean Bar Musique pour les sons. Si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de vous abonner au flux, de liker, de partager pour soutenir ce projet. Et je vous dis à très bientôt.